Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela me permet de publier régulièrement. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela. Donc là, cette vidéo va être particulièrement sur la Syrie et le Yémen. Concernant la Syrie, on va parler surtout d'Al-Jolani, l'ex-chef de HTS en Syrie, donc le groupe djihadiste. Alors pourquoi je vous dis ex-chef? Parce que HTS a été dissolu, puisqu'il est en train de former un nouveau gouvernement en Syrie, et que dans quelques temps, s'il n'y a pas d'incident de parcours majeur, il devrait finir président de la Syrie à la place de Bachar al-Assad. Alors pourquoi je vous parle de la Syrie et de Al-Jolani plus précisément? Tout simplement parce qu'il a fait une interview absolument fracassante à la télé et ça n'a pas du tout plu aux États-Unis, à l'Angleterre et à Israël, bref à l'Occident. Alors pourquoi, vous allez me dire? Eh bien je coupe tout de suite le suspense, j'entre dans le cœur de l'affaire. Eh bien parce qu'il a déclaré que la Russie et la Syrie avaient des liens historiques très étroits, que les liens étaient très puissants, que la Russie était le deuxième plus puissant pays du monde, qu'il voulait garder de très bonnes relations avec la Russie, que la plupart des centrales électriques en Syrie étaient russes et qu'elles étaient gérées par la Russie, que toutes les armes syriennes étaient des armes russes. Bref, et il finit en apothéose en disant à la télévision, je le rappelle, eh bien qu'il ne voulait pas que la Russie parte de Syrie et que les liens qui avaient été forgés par Bachar el-Assad et la Russie, eh bien ces liens vont tenir. Et les traités qui ont été forgés par la Syrie vont continuer à être respectés. Alors nous verrons s'il tient parole, si c'est vraiment cela, mais effectivement, ces paroles sont absolument fracassantes. Alors bien, l'interview est un petit peu longue, mais on comprend que la base de Remenim, c'est-à-dire proche de l'attaqué, va rester telle quelle, et la base russe de Tartous va rester telle quelle. Et bon, alors là, c'est à part, c'est pas dans cette interview, mais moi, dans les journaux internationaux que je lis, eh bien, je lis que à l'attaquer et Tartous, eh bien, c'est devenu comme d'habitude, c'est-à-dire que la Russie utilise ses bases comme elle l'utilisait du temps de sa splendeur. Donc, en gros, quand la base de l'attaqué, donc Remenim, a été utilisé où on voyait les caméras qui filmaient les Russes en train de partir, en fait, c'était de toutes les autres bases qui étaient en Syrie. Je vous rappelle qu'il y a 21 bases russes en Syrie et il y avait 96 postes d'observation russes en Syrie. Donc, d'après ce que j'ai compris, 19 de ces bases ont été fermées. Les 96 postes d'observation auraient été fermés. Alors, je mets plein de guillemets, parce que là, je ne suis pas sûr de moi. Mais voilà, c'est ce qui expliquerait le fait que les blindés russes, les soldats russes de toute la Syrie ont afflué vers la base de l'attaqué. En fait, c'est le surplus a été renvoyé en Russie tout simplement. Mais là, l'attaqué et Tartous vont être utilisés à plein. Et là, déjà, ils sont à un niveau, d'après ce que j'ai lu de journaux internationaux, d'après ce que j'ai lu, là, ça tourne à plein régime concernant l'attaqué et Tartous, dans le sens que tout se passe très bien. Et on a même des images des membres de HTS, donc en gros l'ex-groupe HTS pourrait-on dire, qui sont pas loin de l'attaquer et de Tartous et qui restent là en observation. Mais tout se passe très bien.
quand ces djihadistes sont interrogés concernant les forces russes à Tartous et Latakia, eh bien, les djihadistes répondent comme ça à la télévision, hein. Là, c'est en Syrie. Que bah, les Russes les dérangent pas, qu'ils veulent de très bonnes relations avec les Russes et que les Russes continueront à faire leurs affaires comme d'habitude. Alors vous vous doutez bien que côté Occident, bah, c'est fracassant, puisque là, c'est pas du tout ce qu'ils voulaient. L'Occident voulait que la Russie soit boutée hors de la Syrie, et au final, c'est pas du tout ce qu'il se passe. Et j'ai envie de vous dire exactement, c'est exactement ce que je vous avais dit dans la fin de ma vidéo sur la Syrie, ma dernière vidéo, où je vous avais dit que Al-Jolani ne voulait pas d'ennui avec la Russie, et que lui, ça ne le dérangeait pas que la Russie reste dans le pays. Ça, c'est ce que je vous avais dit dans ma vidéo sur la Syrie. Eh bien, vous avez vu, mes sources étaient bonnes, puisque non seulement c'est confirmé, mais en plus, Al-Jolani surenchérit, il veut des liens étroits avec la Russie. Donc là, je vais vous montrer cet extrait de la télévision, afin que vous voyez donc c'est les moments forts, on va dire, de l'interview. Et je fais un doublage où je vous traduis en français, puisque bien évidemment c'est en syrien, c'est sous-titré en anglais, donc pour les non-anglophones c'est un peu embêtant. Bref, donc vous allez voir ça. Donc la Russie, j'ai envie de vous dire, là est pleinement gagnante, puisque encore une fois, comme je le disais dans ma précédente vidéo sur la Syrie, où je vous avais dit qu'au final la Russie était gagnante, puisque elle conserve ses deux bases principales, et elle n'a plus à donner des millions et des millions de dollars en grains, en blé, etc., en céréales, bref, pour aider la Syrie, puisqu'il ne faut pas oublier que la Russie donnait régulièrement de l'argent et des céréales ainsi que de l'armement à la Syrie. En fait, c'est la Russie qui tenait quasiment la Syrie à bout de bras, hein. Faut dire ce qui est. Donc la Russie n'aura plus à investir autant dans la Syrie, n'aura plus à payer tous ses soldats là-bas. La Syrie coûtait très cher à la Russie. Et là, comme la Russie a dit qu'elle n'aiderait plus la Syrie en rien, donc ni en pétrole, ni en céréales, ni en armement, tout du moins pour l'instant, là, la Russie qui est en guerre avec l'Ukraine, bah, ça l'arrange bien, parce qu'elle fait des économies absolument énormes, tout en gardant au final ses deux bases principales. Donc la Russie est très 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 gagnante. Et cerise sur le gâteau, non seulement elle est gagnante au niveau économique et militaire en Syrie, mais en plus, là, Al-Jolani confirme les très bonnes relations qu'il veut avoir avec la Russie. Et en plus, il dit carrément qu'il veut que les forces russes restent en Syrie. Alors évidemment, c'est pas par hasard, hein, puisque les forces djihadistes savaient très bien ce qu'il en était des Américains, des Israéliens, les Américains qui volent le pétrole et le blé syrien. Vous vous doutez bien que ça ne plaît pas aux membres djihadistes et à HTS. Et donc là, Al-Jolani, lui, il voit son pays qui est en train d'être pillé par les Américains, ça ne lui plaît pas. Il voit son pays qui est en train d'être grignoté par les Israéliens, ça ne lui plaît pas. Et en plus, on a les Turcs. Alors là, les Turcs ont l'air de très bien s'entendre avec Al-Jolani, puisque c'est grâce aux Turcs qu'il y a pu y avoir cette révolution djihadiste et qui a permis à Al-Jolani de prendre le pouvoir par rapport à Bachar el-Assad. Donc Al-Jolani doit tout aux Turcs, mais je ne crois pas que ça plaise à Al-Jolani
que les forces turques soient très présentes en Syrie. Je ne le pense pas. Et les djihadistes n'ont aucune envie de se lier d'amitié avec les Kurdes. Les Kurdes, ça n'intéresse pas les djihadistes, tout du moins ceux travaillant pour Al-Jolani. Donc Al-Jolani, c'est comme ça qu'on pourrait le comprendre, une fois qu'il aura consolidé son pouvoir, eh bien là, il remettra certainement beaucoup d'alliés, entre guillemets, à leur place, dont les États-Unis et Israël en premier lieu. Et peut-être même à la fin les Turcs. Nous verrons bien. Là, il la joue, je m'entends bien avec tout le monde. Bah, tout ça, c'est pour évidemment sa carrière politique, afin qu'il puisse prendre tout le pouvoir en Syrie sans être ennuyé par des forces extérieures. Et le fait qu'il veuille être bien avec la Russie, il n'y a nul hasard en réalité, parce que la Russie est très très contente d'avoir un Bachar el-Assad numéro 2 en Syrie et de garder ces deux bases. Elle se fera une joie, bien sûr, d'aider Al-Jolani dans son ascension au pouvoir et à consolider son pouvoir. La Russie est parfaitement contente au final de la situation en Syrie et de mon point de vue, elle perd un petit peu en prestige, hein, parce que la Syrie c'était le poulain de la Russie, mais au final elle est gagnante sur tous les tableaux, la Russie, au final. Donc bref, tout va bien pour la Russie et Al-Jolani a bien vu le coup venir et il voit sur le très long terme. Et pour finir, on a un dernier mot d'Al-Jolani qui concernait l'Iran. Et oui, alors tout son discours, c'était qu'il veut être bien avec tout le monde, avec une exception. On l'a bien senti dans son discours, c'est-à-dire l'Iran. Alors il employait des termes très diplomatiques, mais il a quand même dit que l'Iran ne devait pas interférer avec la Syrie, que l'Iran ne devait pas se mêler des affaires de la Syrie, ce genre de choses. Bon, ça a été dit de manière relativement douce et diplomatique, hein. Là, ce que je vous dis, ce n'est pas exactement ces mots. Ces mots ont été un petit peu plus doux que cela. Mais bon, c'était quand même très clair. Bon, l'Iran, c'est à part. L'Iran, c'est un petit peu l'ennemi, va-t-on dire. Bref, voilà concernant l'Iran. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant la Syrie. Regardons cette vidéo. يعني روسيا دولة مهمة وأيضا هي La Russie est un pays important qui est considéré comme le second plus puissant pays du monde. تعتبر ثاني أقوى دولة في العالم يعني وهناك مصالح استراتيجية عميقة بين Il y a aussi des liens stratégiques profonds entre la Syrie et la Russie. سوريا وروسيا يعني السلاح السوري كله روسي يعني Et toutes les armes syriennes sont russes. كثير من محطات الطاقة يعني بخبرات روسية أيضا وهناك يعني أواصر ثقافية. Beaucoup des centrales électriques sont russes avec une expertise russe. Et il y a des liens culturels très grands entre la Syrie et la Russie. الشكل الذي Nous ne voulons pas que la Russie parte de la Syrie, comme certains le voudraient. Alors maintenant, on va parler du Yémen et plus particulièrement des Houthis. Les Houthis étant un énorme problème pour les forces de l'OTAN, donc pour l'Occident, et plus particulièrement pour les États-Unis, l'Angleterre et la France, parce que ces trois pays ont décidé de faire une coalition afin de protéger les navires marchands en mer Rouge face aux Houthis. Ils ont lamentablement échoué. En fait, les Houthis ont largement la main. Les Houthis qui ont fait environ 140 frappes depuis le 7 octobre concernant les navires marchands. Les Houthis qui ont déclaré qu'ils frapperaient tous les navires hors les navires russes et chinois, navires marchands bien entendu.
et les Houthis qui arrêtent pas de s'armer, de devenir plus puissants. Et là, on va regarder un article de Military Watch Magazine avec donc une déclaration d'un membre du Pentagone qui dit que les armes Houthis et particulièrement leurs missiles sont, je cite, incroyables. Donc les Houthis sont vus comme extrêmement redoutables par les États-Unis et on les comprend puisque les États-Unis, malgré 2 grandes frappes au Yémen contre les Houthis, eh bien ils n'ont strictement rien fait pour affaiblir effectivement les Houthis. Houthis donc qui, je le redis, prennent le pas sur la mer Rouge. Regardons cet article ensemble. Là, voici un article tout à fait étonnant de Military Watch Magazine, qui est un site militaire américain. Et il nous dit « L'arsenal incroyable d'Anshurallah, c'est-à-dire les Houthis, au Yémen, devient effrayant. Le Pentagone, choqué par les capacités militaires des Houthis. Après plus d'1 an d'hostilité continue entre les forces armées des États-Unis et plusieurs de leurs alliés occidentaux avec la coalition yéménite Anshurallah, le sous-secrétaire à la Défense pour l'acquisition et le maintien en puissance, Bill Laplante, a fourni un nouvel éclairage sur les dernières évaluations du Pentagone de ses capacités militaires, aux Houthis donc. Sa déclaration intervient à un moment où un consensus croissant est de plus en plus rendu public selon lequel les capacités militaires des forces yéménites dépassent de loin les estimations précédentes, ce qui lui a permis de soutenir un conflit et de continuer à passer à l'offensive. L'arsenal d'Anshurallah comprend des missiles qui peuvent faire des choses tout simplement incroyables, selon Laplante. Je suis ingénieur et physicien, et j'ai travaillé dans le domaine des missiles toute ma carrière. Ce que j'ai vu de ce que les Houthis, Anshurallah, ont fait au cours des 6 derniers mois est quelque chose qui fait que je suis tout simplement choqué, a-t-il déclaré. Il a réitéré que leur arsenal peut faire des choses assez incroyables, permettant des frappes à la fois contre des navires occidentaux loin dans la mer Rouge, ainsi que contre des cibles en Israël. Outre les missiles, les forces de la coalition Anshurallah, donc encore une fois les Houthis, ont également fait un usage efficace de drones avancés, notamment de plateformes submersibles. Donc là, c'est un missile balistique des Houthis. Benham Ben Taleblou, chercheur principal à la Fondation pour la défense des démocraties, a également commenté les capacités de l'arsenal de la coalition d'Anshurallah, soulignant que leur arsenal de missiles balistiques anti-navires était particulièrement remarquable, soulignant que le zèle de l'organisation, combiné au soutien présumé de l'Iran, s'est avéré être une combinaison mortelle. Le groupe yéménite a démontré sa portée en lançant des frappes réussies contre Israël, un exemple notable étant son attaque du 15 septembre qui aurait frappé une centrale électrique dans le pays. Les forces de la coalition Anshurallah ont rapporté que la frappe impliquait un nouveau missile balistique hypersonique qui a pu atteindre sa cible. Les systèmes de défense de l'ennemi n'ont pas réussi à intercepter et affronter le missile. Il a parcouru une distance de 2040 km en 11 minutes et demie et a provoqué un état de peur et de panique en Israël, ajoute le communiqué. Le 19 juillet, les forces de la coalition ont mené avec succès une frappe de drone dans le centre de Tel Aviv, ciblant une zone proche du consulat américain et faisant plusieurs victimes. Donc vous voyez que les Yéménites n'ont pas pu être écrasés par les forces américaines et britanniques qui ont pourtant juré d'écraser les Houthis au Yémen. Donc n'oublions pas que il y avait moult bateaux militaires américains et anglais, quelques bateaux français aussi qui étaient là pour normalement
permettre aux bateaux de pouvoir passer la mer Rouge sans problème, des bateaux de marchandises, et au final, les Houthis ont su complètement bloquer la mer Rouge, quels que soient les efforts des Américains, des Anglais ou des Français. Pour vous donner une idée du nombre de frappes qu'ont fait les Houthis, que cela soit avec des drones ou des missiles, eh bien, il y a cet extrait que j'ai pris sur Wikipédia avec les dates et les navires qui ont été attaqués. Alors là, vous voyez qu'il y a eu plusieurs types d'attaques. Il y a même eu une capture, hein. C'était d'ailleurs la première capture faite par les Houthis et qui a été filmée. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces fameuses images où on voit des Houthis capturer un navire. Bon, bref, là vous voyez, le nombre est absolument énorme. Énorme. Voilà. Vous voyez tous les navires attaqués. Alors évidemment, là vous voyez que les bateaux battent pavillon libérien, Singapour, Belize, Panama, etc. Bon, il y a aussi des bateaux américains très clairement ciblés ici. C'est des bateaux de guerre, hein, bien entendu. Mais il y a beaucoup de pays comme Malte, Panama, etc., Liberia, qui sont en fait, beaucoup sont des bateaux britanniques. Beaucoup. Alors les Houthis ont juré de cibler en priorité les bateaux américains et britanniques. Et comme vous voyez, si on regarde juste les drapeaux, il n'y a aucun drapeau britannique là-dedans, hein. Mais en réalité, c'est des navires, beaucoup appartiennent en réalité à l'Angleterre, en réalité. Donc, bon, on peut voir que les bateaux américains s'en sortent bien, hein. En général, il y a marqué sain et sauf, comme vous pouvez le voir. Mais pour les autres, pas terrible, hein. Donc, et les bateaux américains qui s'en tirent apparemment sans problème, si on en croit Wikipédia, ont dû tirer beaucoup de missiles, justement pour être épargnés. Donc ça a coûté très cher aux États-Unis. Et d'ailleurs, on peut dire que la coalition occidentale a abandonné, pourrait-on dire, la guerre contre les Houthis. Là, les Houthis ont gagné la guerre de la mer Rouge. On peut le dire. On peut le dire. Les États-Unis ont dit qu'ils allaient frapper fort le Yémen pour détruire les Houthis. Ils ont fait une frappe, mais bon, qui n'a absolument pas vraiment dérangé les Houthis, qui continuent de plus belle. Et bon, là, on l'a vu dans l'article. L'article est absolument terrible concernant la puissance en réalité des Houthis. Alors évidemment, l'Iran ne fait pas de guerre comme la Russie en Ukraine, par exemple. Donc elle peut consacrer son armement et une partie de son argent aux Houthis. C'est pour ça que les Houthis sont si puissants en réalité. Voilà. Et pourquoi Israël a du mal? Parce que Israël, entre Gaza, le Hezbollah, le sud Liban et l'Iran même, eh bien, Israël, elle, ne sait plus où donner de la tête, entre guillemets, alors que l'Iran, elle, finance et alarme le Hezbollah et les Houthis. Voilà, mais elle n'est pas elle-même en guerre, contrairement à Israël dans la région, par exemple, ce qui lui permet d'aider vraiment considérablement les Houthis. Et les Houthis en profitent et regardez un petit peu tout ce qu'ils lancent en missiles, en drones. C'est absolument énorme, hein. Et il y a quelques résultats, puisqu'ils ont réussi ce qu'ils voulaient faire, les Houthis, c'est-à-dire qu'il n'y ait que les navires chinois et russes qui puissent passer. Voilà, tout simplement. Un dernier article d'Al Jazeera qui nous dit « Les attaques des Houthis en mer Rouge continuent de tourmenter le commerce mondial. Un an après le 7 octobre, le groupe rebelle yéménite a lancé quelques 130 attaques, bon maintenant un peu plus, dans cette voie navigable cruciale depuis le début de la guerre à Gaza. » Donc comme je le disais, les Houthis, on peut dire qu'ils ont gagné la guerre
de la mer Rouge. Et pourtant, ils ont fait face à toute une coalition occidentale, principalement américaine, britannique et française. Et malgré une grosse attaque américaine, ben, ils sont toujours là, plus puissants que jamais, comme on l'a vu dans l'article précédent de Military Watch Magazine. Donc on peut dire qu'ils ont gagné cette guerre. Alors maintenant, nous verrons dans le temps comment ça se terminera, mais on peut dire pour l'instant que les Houthis sont victorieux. Voilà, c'est fini. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. N'hésitez pas aussi à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci encore à tous pour tout cela et toujours, soyez curieux.